Bienvenue, Madame, Messieurs. Vous le savez, la commune de la Gombe, premier foyer de Covid-19, prépare son déconfinement. Finalement, la date est connue. Ça va être le lundi 29 juin, donc la veille de la commémoration des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais il faut y aller avec tout le respect des gestes barrières. On sait qu'est-ce qui sera accessible désormais. Magasins, boutiques, pas des maléois, ne vous trompez pas. En tout cas, la liste est certes exhaustive et les règles aussi à observer, n'est-ce pas? Nous recevons sur ce plateau Dr Jean-Claude Roger. Il est aussi habitant de la Gombe. On l'appelle beaucoup plus Dr Mouringa. Bienvenue à vous. Bienvenue, madame. Est-ce que vous vous préparez au déconfinement? Enfin, vous allez respirer? Ben, disons qu'on a attendu plusieurs mois ce déconfinement. On a attendu, disons, longtemps ce déconfinement. Et ça commençait déjà à être pesant. Quand on a vu qu'en Europe, il y avait déjà un déconfinement qui s'opérait, c'est-à-dire qu'ils ont pris des dispositions pour permettre à la population de pouvoir vaquer à leurs occupations. Je suppute que les décideurs du déconfinement ont pris toutes les dispositions afin de nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vaquer à nos occupations de manière sécuritaire. Les dispositions devaient être prises de façon réciproque. Oui. On a annoncé les décisions, renforcer les gestes barrières devant les magasins, les boutiques et tout. Il faut mettre des dispositifs qu'il faut pour laver les mains, veiller à ce qu'on prélève la température avant d'entrer dans les bâtisses. Ça, au moins, c'est ce qu'on a appris à faire. L'autre fois, vous parliez des nouvelles habitudes avec quoi il faut faire. Maintenant, il faut passer à l'étape de la démonstration. À l'étape de la démonstration grand public, en fait, on était dans une démonstration restreinte à la population vivant dans le confinement. Les habitants de la Gombe se sont préparés, c'est-à-dire que c'est devenu un réflexe. Ceux qui habitent la Gombe ont compris que sortir, il fallait prendre des dispositions sécuritaires au niveau sanitaire. Se laver les mains régulièrement, avoir un gel hydroalcoolique, porter des gants si on ne veut pas se laver les mains et si on est sensible à ces produits, porter des gants et également porter son masque. Mais à ma grande surprise, je pense que les premiers mois ont été des mois donc, de préparation, en fait, pour habituer les gens à avoir un nouveau mode de vie. Mais nous, à la Gombe, je pense qu'ils ont compris. Mais on a tendance aujourd'hui à baisser les bras. Mais peut-être qu'être conscient est une chose, mais la bonne sensibilisation jusqu'ici n'a peut-être pas porté des fruits parce qu'elle n'a pas été celle qu'on attendait, cette sensibilisation. Moi, je pense que c'est une question d'information. On a commencé à dire que le mal est à la Gombe. Ce qui est faux en soi. Le mal est partout en réalité. Bon, il est parti de la Gombe, ceux qui venaient à la Gombe ont ramené chez eux. Et mais ça il n'est plus à la Gombe. Il n'est plus qu'à la Gombe. Le mal est partout aujourd'hui. Il s'est métastasé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les communes, vous allez trouver des cas et vous savez qu'une personne contamine 4 personnes. Madame, essayons d'imaginer quand on va déconfiner la Gombe. C'est-à-dire que les gens qui habitent Massina vont venir à la Gombe travailler. Les gens qui habitent Delvaux vont venir à la Gombe travailler. Les gens qui habitent dans l'autre partie, n'est-ce pas, de l'Ipen, ils vont venir à la Gombe travailler. Ils vont venir à la Gombe, ce qui fait que cette promiscuité va faire que les gens vont s'exposer davantage. Et il y aura une multiplication. Le Covid, en fait, ce n'est pas qu'une histoire de masque. C'est une histoire tactile. C'est-à-dire qu'il suffit simplement que vous touchez un objet, vous qui êtes contaminé, qu'une personne vienne toucher l'objet, d'accord, et se touche le visage, il est contaminé. Mais les quartiers que vous citiez à l'instant, genre quartier Mboudi, mais surtout le district de la Tchangou, c'est parmi des coins où ils se disent, eux, ils sont clean, ils sont des supermen, parce que chez eux, il n'y a pas cette maladie. On en reparlera dans quelques jours. J'avais dit que nous avions des prédispositions naturelles de par le fait que nous étions dans un environnement
dur sur le plan hygiène qu'on était déjà immunisé. Mais en réalité, c'est que nous avons des porteurs sains. C'est-à-dire que la personne a la maladie, mais qui ne déclare pas la maladie. Mais elle va rencontrer une personne fragile. D'accord? Quand il rentrera en contact avec cette personne fragile, la maladie va se déclencher forcément pour la personne non immunisée ou plus exposée. Vous avez remarqué que les enfants en bas âge, donc, ont eu un vaccin. Je vous en avais parlé, le vaccin de la rougeole. Le vaccin de la rougeole ont permis aux enfants en bas âge, d'accord, d'être plus immunisés que des personnes qui sont venues après les années 80. En 1988, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de mondialiser le vaccin de la rougeole. Ce qui fait que tous ceux qui ont été vaccinés de la rougeole sont déjà plus enclins à résister. Ceux qui sont venus avant les années 80, c'est-à-dire 70, 60, 1950, vous remarquerez que si on va dans le listing de la mortalité, cette population-là est beaucoup plus sensible, c'est-à-dire plus exposée. Mais également ceux qui ont certaines maladies comme l'hypertension, les problèmes respiratoires récurrents, comme le diabète, donc sont exposés, et les personnes fragiles, et les personnes à âge avancé, pour ne pas dire un certain âge. Alors la question parfois qu'on se pose, que certains taxent de paradoxal, c'est que quand il y avait peu de cas, on a confiné, notamment précisément la Gombe, mais maintenant on va déconfiner alors que les chiffres sont éloquents. Moi j'ai noté les chiffres pour vous. Moi j'aime bien parler avec les chiffres. 6035, 5031. 6035 en fait c'est le chiffre enregistré, donc de personnes, des cas enregistrés. Et des cas confirmés, 5031. Et des cas de décès, 135. Et des cas de guéris, 861. Ce sont les chiffres de variation saisonnière, ou les chiffres journaliers, c'est-à-dire corrigés, hein, et rectifiés de cette journée pendant que je vous parle. Pendant que vous allez diffuser l'émission, les chiffres vont changer. D'accord? En plus, parce qu'on aura déconfiné. Parce que chaque fois qu'on déconfine, si on n'a pas maîtrisé la pandémie, on peut se retrouver dans une explosion. C'est ce que vous craignez aussi? C'est ce que je redoute le plus. Je redoute cela avec ce qui est arrivé en Rhénanie du Nord. Dans cette partie donc, de l'Allemagne, il y a eu donc déconfinement et maintenant, aujourd'hui, ils ont parlé de reconfinement d'urgence. C'est-à-dire que dès qu'ils ont déconfiné, ils se sont rendus compte qu'il y a une explosion, ils ont reconfiné immédiatement. Donc l'Allemagne est un des pays qui a le mieux maîtrisé le cas du Covid-19. Ouais, longtemps, on l'avait vanté. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, ils maîtrisent dans la mesure où ils ont décidé de reconfiner. C'est intelligent. Si on ouvre la Gombe et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas mis en place un dispositif capable de faire face au nombre de malades, est-ce que nous avons le nombre de lits quand on va ouvrir? En fait, ce n'est pas la Gombe qui va contaminer, c'est le fait que la population va venir des 4 coins de Kinshasa, des 24 communes, et vont se retrouver à la Gombe, puisque c'est le centre économique de Kinshasa. C'est l'administration, c'est à la Gombe. Donc quand ils vont venir de ces 24 communes, madame, je peux vous garantir que nous nous exposons à une explosion. On va partir dans un chiffre qui va surprendre les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent de ces communes et qui ont un comportement qui n'est pas en adéquation avec la situation actuelle. On peut les trouver aussi à la Gombe, autant, mais ce sont des réalités congolaises. Mais est-ce que vous ne comprenez pas la nécessité qu'il y a aujourd'hui à relancer l'économie? Parce qu'en fermant Gombe, il y a eu de l'impact. C'est une urgence, relancer l'économie. Combien coûte la vie d'un homme? Nous allons nous poser la question. Mais pouvons-nous prendre aussi, nous ne devons pas prendre des dispositions aujourd'hui pour pouvoir faire face. C'est-à-dire, l'autorité de régulation de la population décide que pour monter dans un bus, il faut porter son masque. J'ai vu dans des bus, on n'avait pas de masque. Et pour cela, il faut mettre la police aux arrêts de bus. Vous n'avez pas de masque, vous ne montez pas.
Vous donnez même 500 francs, vous ne montez pas. Une politique de sanction. Oui, non, d'exclusion, pas de sanction. D'exclusion, pas de masque, pas de personnes dans le bus. Vous ne rentrez pas dans un bus si vous ne portez pas le masque. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons être proches dans le bus. On sera serré dans le bus. On va respirer. On va éjecter des particules de salive. Oui, parce que même si on continue à maintenir le nombre tel qu'on l'est depuis, mais on est quand même ensemble. J'ai vu dans le taxi, j'ai vu dans des taxis, j'ai vu dans des taxis des gens qui ne portaient pas le masque. J'ai vu dans des voitures privées des gens qui ne portaient pas leur masque. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas que le fait qu'il ait descendu sa vitre pour demander une direction ou pour dire un mot à quelqu'un, déjà, il est déjà contaminé. Vous savez ce que j'ai trouvé d'exceptionnel? Notre mode de vie va changer complètement, madame. Il va changer complètement, pourquoi? J'ai pris un ascenseur l'autre jour. Je suis venu, devant l'ascenseur, j'ai trouvé l'éponge. Sur cette éponge, j'ai trouvé des pics. Vous savez, des cure-dents. Il y avait une centaine de pics. Okay. Alors, j'ai eu un temps pour comprendre de quoi il était question. J'ai dit, tiens, les pics. Pourquoi des pics? Et tac, je me suis dit, geste barrière. J'ai pris une pique. D'accord? Et vous avez appuyé. Et j'ai pris la pique, je suis allé appuyer sur le bouton avec les pics, comme ça, et j'ai gardé la pique dans ma poche. Ah ouais. Quand j'ai fini mon entretien, mon rendez-vous, j'ai ressorti ma pique. Ouais. J'ai piqué sur le bouton garage, l'ascenseur m'a amené. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question tactile. Tout ce que vous allez toucher, vous allez vous contaminer, en réalité. Donc, j'ai compris que ce n'est pas le fait simplement de dire j'ai mis un masque, c'est le fait du contact. Vous savez combien de temps dure un virus sur une plaque de fer, de métal? Ça peut durer jusqu'à 3 à 4 heures. C'est-à-dire que quand vous avez touché un bouton, quelqu'un qui vient d'éternuer, d'accord, il a touché le bouton, pendant 3 à 4 heures, vous avez le virus qui est installé dessus, et toutes les personnes qui vont appuyer sur ce bouton seront contaminées. Toutes les personnes, vous avez nettoyé vos mains avant de rentrer. Ok. Vous avez fait vos courses, vous avez pris l'étage, vous allez appuyer sur le bouton, vous allez vous toucher le nez, on se touche toujours le nez, on se touche toujours les... En tout cas, on rentre à la case départ. On rentre à la case départ. Je pense que, en fait, il faut se protéger au maximum. Aujourd'hui, quand vous rencontrez des autorités à Kinshasa, quand vous rentrez dans leur bureau, ils sont hyper protégés. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus vulnérables, c'est qu'ils connaissent la gravité de la situation. Et je pense que lors de cette émission, c'est de dire à la population qui nous écoute que cette situation est grave. L'heure est vraiment grave. On pense que ça y est, c'est fini, on reprend notre activité. Non, on sera 2 fois, 4 fois plus exposé qu'il y a quelques jours. Voilà, l'heure est grave, il faut renforcer les gestes barrières si on veut que ces déconfinements tiennent jusqu'à ce qu'on puisse lever aussi la mesure d'état d'urgence parce que tout ça va ensemble. Il faut que l'État fasse sa part et que les communautés adhèrent aussi, participent dans cette lutte. C'est un combat commun. Alors, vous, en tant que citoyen, l'autre fois, on avait annoncé sans dire exactement, mais aujourd'hui, on va quand même franchir un grand pas pour commencer à parler de votre initiative citoyenne pour aider, assister, marquer votre solidarité envers vos compatriotes. Alors moi, donc, dans ma fonction, je suis, donc, comme tout le monde m'appelle gentiment, Dr Moringa. Dr Moringa. Donc on ne va pas dire... Aujourd'hui, il ne va pas parler que de Moringa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler, donc, ce n'est pas le diététicien qui est devant vous, ce n'est pas non plus le pasteur, c'est le citoyen. Donc, j'ai, à l'initiative, mon épouse et moi, Madame Monique Gisquès-Roger, nous avons décidé de lancer la plus grande action privée de solidarité au niveau national. Nous allons commencer la première étape à partir du 15 juillet. Nous allons lancer une opération qui s'appelle Repas pour tous. Lors de cette opération, nous allons fédérer la plus grande plateforme d'initiatives privées, de sociétés, qui vont venir soutenir notre action. Repas pour tous, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Le repas pour tous... On vient manger ou on attend à manger ce soir? Oui, on attend à manger ce soir. Repas pour tous, c'est une opération que nous avons décidé de mettre en place pour entrer dans les 14 ODD des Nations Unies, puisque à l'horizon 2030, on devra avoir de l'eau pour tout le monde et la nourriture pour tout le monde. Donc, en tant que citoyen, et
nous avons pensé, mon épouse et moi, de mettre cette action en marche. Elle en tant que chef d'entreprise, moi en tant que pasteur et homme de médias. J'ai décidé d'utiliser, n'est-ce pas, mes relations pour ouvrir le maximum de portes et de permettre aux Congolais, d'accord, et aux habitants de Kinshasa pour la première phase, à partir du 15, de recevoir de la nourriture. Nous allons distribuer 24 communes de Kinshasa. Ils auront à manger, nous allons le distribuer sur les 24 communes de la nourriture. C'est une action d'envergure dans laquelle j'ai fédéré mes amis banquiers, dans laquelle j'ai fédéré des administrations les plus importantes. Je citerai les noms lors de la plateforme puisqu'on va voir l'émission de lancement. Ils viendront dans l'émission, je vous présenterai. Il y a beaucoup de banques. Et les plus grandes banques de la place ont répondu favorablement. C'est pour ça que je prenais le pic pour monter dans les étages, parce que j'avais beaucoup de rendez-vous à mettre sur pied. Et nous allons donner à manger. C'est quoi? C'est un kit dans lequel il y aura du riz. Il y aura de la viande, des cornes de bif, il y aura de la tomate, il y aura de l'huile, il y aura du lait. Dans ce kit, on pourra aller dans les communes, c'est-à-dire vous irez dans les communes, dans la maison communale des 24 districts de votre commune, avec le jeton qu'on aura distribué. Nous allons distribuer ces jetons. Vous allez me poser la question, qui a droit aux jetons? Oui, qui a droit aux jetons et pourquoi les jetons, n'est-ce pas? Le jeton ou la carte, parce que ce jeton, on ne peut pas le dupliquer. C'est comme un jeton de jeu du casino. On l'espère vraiment. On ne peut pas le dupliquer, c'est impossible. Donc il faudra, voilà, cette fameuse plaque, quand on vous la remet, on va le distribuer par donc, les services du district de Kinshasa, qui donc ont cartographié, d'accord, les indigents, les gens qui ont des difficultés, d'accord, qui sont en difficulté, les vulnérables dans chacune des communes. Ils vont recevoir cette carte, ce jeton, cette plaque, qui correspond au nombre de repas qui les attend dans la maison communale. Ils vont remettre la plaque, on va lui remettre son jeton. Vous me suivez? Un jeton, c'est un repas, un jeton, c'est 10 repas. Un jeton représente à peu près 5 à 6 repas. Donc, un jeton représente 5 à 6 repas. Tu peux donner le mouchoir. Tu peux donner, on va couper ici. Non, j'ai... Ah ouais, voilà. Ok. Ouais. Maintenant, vous pouvez. Je sais, on va couper un jeton. Waouh. Ouais. Non, je reviens à qui a droit. Hein? Qui a droit à ce jeton? Non, qui a droit à ce jeton? Hein? On recule un peu. Voilà. Donc, il faut un jeton pour recevoir son repas. D'abord, qui ont droit à ce jeton? Les indigents, les gens vulnérables qui sont dans ces communes. Donc, le chef de district a ce qu'on appelle cartographier Kinshasa. Et on connaît dans chaque commune les familles en situation difficile. Et c'est à partir de leurs statistiques que nous avons décidé de travailler. Avec l'appui de chaque bourgmestre dans chaque commune. Donc, ça sera sous la responsabilité de la maison communale et sous la responsabilité du bourgmestre de la commune, la remise entre les mains. Ce n'est pas le bourgmestre qui remet, ce n'est pas lui. Nous avons un service, une équipe qui va passer distribuer les jetons dans la commune que le district et les affaires sociales nous a indiqué. Et à partir de là maintenant, nous allons pouvoir procéder. Donc, le jour, chaque commune aura son jour pour venir récupérer le repas qui lui est attribué. Nous aurons la capacité d'aller jusqu'à 100 000 kits de distribution comme ça. Donc ça fait du monde. Ça fait presque 500 000 repas. Que représente un kit? C'est un repas? Non, un jeton représente 5 repas. Ah, un jeton représente 5 repas, il peut nourrir dans un kit, il y a l'équivalent de 5 repas. Donc on peut nourrir une famille de 5 personnes. En quoi vous innovez? En quoi c'est différent de quelques repas de cœur qu'on a peut-être offert ou qu'on offre parfois aux enfants le jour de la nativité, par exemple? Ça c'est une opération ponctuelle. Nous sommes sur une opération récurrente. Nous allons le faire durant. La différence, c'est que nous allons le faire durant
les 6 mois qui vont venir jusqu'à la fin de l'année. Le Congo, à l'occasion des 60 ans du Congo, nous avons décidé qu'à cette occasion-là, nous allons fêter les 60 ans en lançant l'opération Repas pour tous. Madame Roger Gisquet et moi-même, quand nous avons décidé cela, nous nous sommes posé la question, comment allons-nous actionner pour mettre en place cet événement? Nous nous sommes rendus compte que pendant des années, nous avons opéré comme citoyens, acteurs économiques. Et quand vous avez un grand portefeuille relationnel, un networking, vous l'utilisez pour faire du social. Moi, si je voulais faire simple, j'aurais fait l'orphelinat. Je suis déjà moi-même parrain de 2 orphelins. Ma famille, nous sommes parrains de 2 orphelinats. Okay. Et de 2 orphelins également de l'orphelinat. D'accord. Mais nous voulions aller plus loin. Nous sommes passés par la phase de vaccination dans les orphelinats, etc. Maintenant, nous voulons aller plus loin. C'est toute une ville qui nous intéresse. C'est aller à la conquête de toute une ville, permettre à la population qui est en difficulté. Vous savez, madame, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à quelqu'un. Si la personne a faim, elle ne vous entendra pas. Vous pouvez dire tous les beaux discours. Vous pouvez faire toutes les émissions de télévision. D'accord, on peut faire même tous les plus grands procès diffusés en direct. Mais quand la population a le ventre vide, la pédagogie ne passe pas. L'enseignement ne passe pas. C'est un grand enseignement. On a suivi des choses en direct. Mais tant qu'on a le ventre vide, on entend là, ça sort de là. On dit que c'est le ventre qui porte les pieds. On dit également que ventre vide n'a pas d'oreille. La première solution, en sortant du confinement, afin d'éviter qu'il y ait beaucoup d'indigents dans les rues, nous sommes dit, nous allons aller chercher là où ils sont, ces indigents, pour leur amener de la nourriture. La nourriture, madame, quand vous avez faim, madame, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a pas pire torture que d'affamer quelqu'un. Regardez quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim, si vous regardez dans la lecture psychologique même de son regard, vous avez d'abord une réclamation qui vous fait. Regardez les gens au bord de la route, une réclamation. Ensuite, quand vous refusez, vous avez le deuxième regard qui est la haine. Et cette haine est contenue. Cette haine est contenue. Ensuite, vous avez votre culpabilité pour vous dire, j'aurais pu, avec le biais que j'ai, mais vous allez résoudre un problème de 30 secondes. Mais nous voulons mettre en place un processus. C'est la plus grande Repas pour tous et la plus grande organisation privée qui va distribuer, comme les Restos du Cœur, pour le Congo. Et pour commencer, nous commençons d'abord par Kinshasa, pour distribuer à manger. Ce n'est pas l'argent de l'État. Non. Parce que la chose, je vous avais dit la dernière fois, il ne faut pas tout demander à l'État. John Fitzgerald Kennedy disait, ne demandez pas à l'État ce que l'État peut faire pour vous, dites ce que vous pouvez faire pour l'État. La nation, ce que nous allons faire pour l'État, c'est d'amener à manger à la population, à nos frères qui sont en souffrance. Vous savez, il y a, dans notre conception africaine des choses, nous ne savons pas donner. Nous ne savons pas donner. On aime bien recevoir. On aime bien recevoir. Main, ouais. Et en tant que pasteur, moi j'ai gardé juste un petit verset dans Jacques 2, verset 17. On dit qu'il n'y a pas de foi sans acte. D'accord? Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire chrétien sans poser des actes qui honorent notre foi chrétienne. Moi, je me suis dit, et mon épouse également, que nous allons poser des actes fédérateurs. Nous voulons amener des hommes et des femmes. Je cherche des hommes et des femmes congolais, citoyens, prêts à dire nous adhérons à Repas pour tous. Nous allons aller au secours de nos congénères. Nous, c'est aller au secours des autres, aider les autres. Madame, c'est très très important. Je ne sais dormir dans mon lit si je n'ai pas posé cet acte-là. Et je cherche des hommes et des femmes qui vont composer mon numéro, me dire, Docteur Roger, nous voulons en faire partie. Je cherche des chefs d'entreprise, je cherche des décideurs, je cherche des hommes politiques qui vont dire, mettons de côté nos clivages, aidons nos congénères, cette action est une bonne action, c'est une action sociale, fédérateur. Nous allons donner à manger aux Congolais. Qu'ils soient du nord du Congo, qu'ils soient du sud du Congo, qu'ils soient de l'est du Congo, qu'ils soient du nord-est du Congo, on s'en fout, on veut donner à manger.
donner à manger aux Congolais. C'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Nous allons chercher des hommes. J'invite ces hommes-là à m'appeler, à composer le numéro du docteur et de dire je voudrais participer à l'opération Repas pour tous. Je demande aux acteurs économiques, même politiques, qui sont prêts à dire on veut vous donner un coup de main. Oui, pourquoi pas. Je suis vous parlez de numéros pour atteindre Dr Roger, éventuellement Madame Monique, mais vous ne dites pas le numéro par lequel on vous appelle. Cette fois-là, directement pour Repas pour tous? Oui, pour Repas pour tous, j'aimerais qu'on compose donc mon numéro, le 9, 5 fois. 1800. Dire simplement que M. Roger m'appelle, je voudrais participer. Participer, ce n'est pas de me donner quelque chose. Il faudrait qu'on soit bien d'accord. Vous savez, souvent on dit, si quelqu'un monte une opération comme ça, qu'est-ce qu'il gagne? C'est ça le drame de l'Afrique. Coluche, quand il a monté les Restos du Cœur, Coluche ne gagnait rien. Moi, quand je monte cette opération avec Mme Monique, mon épouse, nous ne voulons pas gagner de l'argent parce que nous ne cherchons pas à gagner dessus. Je veux vous dire simplement, la personne qui dit je participe doit impérativement, on lui donne son proforma, il lance sa commande, il paye sa commande, nous allons récupérer la commande et nous distribuons la commande aux communes. En réalité, c'est que nous sommes la première pierre dans l'opération. Je cherche d'autres personnes parce qu'arrivera un moment donné, j'aurai besoin des uns et des autres. Vous savez, pour former un point, on ne forme pas un point avec un doigt. On ne forme pas un point avec 2 doigts. On forme un point avec 5 doigts et c'est ça qui fait fort. Si on forme le point avec les 5 doigts, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, capables de dire ce combat est le nôtre, je suis prêt. Je suis prêt. Moi, je suis prêt. Donc, ceux qui veulent poser une pierre vous appellent, tandis que les nécessiteux, on va le dire comme ça, eux vont devoir attendre le recensement parce que il y aura des jetons qui parviendront jusqu'à eux. Mais maintenant, qu'est-ce qui va garantir que lors de la distribution, lorsque le repas pour tous sera mis sur pied, qu'il n'y ait pas bousculade? Parce que des nécessiteux, c'est pas ce qui manque à Kinshasa. Quelles dispositions avez-vous prises? Madame, les gens qui vont recevoir leurs jetons ont le jour de la distribution. Ensuite, le bourgmestre de la commune est le premier magistrat de sa commune. Il appartient à chaque bourgmestre de faire régner l'ordre dans sa commune et à la maison communale. Le bourgmestre, il dispose de la police, c'est pas moi. Le bourgmestre dispose de la police, nous allons livrer cette marchandise et le bourgmestre va prendre les dispositions que lui permettent l'État, puisqu'il est le premier magistrat dans sa commune, n'est-ce pas, de réguler le flux des gens qui viendront avec leurs jetons, n'est-ce pas, dire je viens chercher ma nourriture. Il peut venir le lundi comme il peut venir le mardi. On ne lui impose pas un jour. Il a un jeton pour venir chercher, il sait qu'il a une semaine pour venir retirer sa nourriture. Quelqu'un peut avoir faim le lundi et il commence d'autres viennent le mardi, mais la distribution se passera sur la semaine, ils viendront chercher leur kit. Donc chaque commune aura une semaine. Et chaque commune aura une semaine pour distribuer son repas et calmement. Nous allons commencer commune par commune, c'est-à-dire qu'on va commencer par la première vague de 5, ensuite 5 pour arriver donc aux 24 communes du district et ça va durer pendant les 6 mois, d'accord, les 6 mois. Et je voulais remercier la presse. J'ai eu une réunion de travail avec les journalistes. Et ce sont les journalistes qui m'ont le plus motivé. Ils m'ont dit, nous allons faire de cette opération Repas pour tous quelque chose qui nous tient à cœur. Et les journalistes... C'est pas une affaire de sous, une affaire de solidarité. De solidarité. Et les journalistes ont dit, nous allons utiliser, nous allons disponibiliser les heures de grande écoute sur nos chaînes de télévision. Quand j'ai appelé les directeurs de programme, ils m'ont dit on va vous donner les meilleures heures d'écoute. Les meilleures heures d'écoute, c'est du prime time. Moi, quelqu'un qui me dit je veux te le donner à minuit pour en parler, je vais lui dire monsieur, vous n'êtes pas en train de poser un acte d'amour. Vous m'avez jeté à minuit pour parler d'une opération. Or, les personnes à minuit dorment.
Sauf ceux qui sont de l'autre côté de la planète, chez eux c'est le matin, mais ce n'est pas eux les cibles. Non, et puis tous les médias qui sont sur le net nous ont donné aussi la garantie de pouvoir parler, n'est-ce pas, et relayer dans leurs journaux et sur leur page web cette opération d'envergure. C'est une opération d'envergure nationale. Et je vous garantis, madame, les plus grands opérateurs économiques du Congo ont accordé une attention particulière. J'ose espérer que nous allons pouvoir arriver au même niveau qu'en Europe et que l'État va s'impliquer. Si l'État s'implique, il accordera une exonération à la personne qui aura fait un don. Nous allons donner un bon et ce bon permet à la personne agrafée avec sa facture d'avoir une exonération. Vous savez pourquoi les Européens donnent plus de dons que les Africains? Parce que c'est déductible des impôts. C'est-à-dire que quand un Européen, vous voyez Croix-Rouge française, vous voyez tous ces Croissants Rouges et tous ces organismes qui font des dons, en réalité, le particulier qui a participé a sur sa feuille d'impôt une ligne qui s'appelle don. Il reçoit le document de ce don et il le produit avec sa déclaration fiscale. Et il déduit, au lieu de donner par exemple 10 000 $ au fisc, ce particulier va dire je veux donner que 8 000 puisque j'ai donné 2 000 de dons. Voilà. Je vous donne un exemple. Et j'ai le reçu du don. Et j'ai la facture d'achat du produit et j'ai également l'attestation de l'organisation avec la facture de ce don. Je demande aux gens que le jour où cette activité va évoluer, de permettre à l'État congolais, d'accord, de la RDC, de permettre aux entreprises, parce que les entreprises ont participé, de pouvoir, sur la partie qu'ils ont donnée, bénéficier d'un abattement et d'une déduction d'impôts. Ça va motiver l'initiative privée. Voilà, je donne une petite idée comme ça, l'initiative privée. Vous savez, le Congo de demain, c'est un Congo qui... la RDC est un pays qui va évoluer. Nous allons prendre le temps qu'il faut. Nous allons travailler pour cela. Nous allons éduquer la population pour arriver à l'apogée de 2030. 2030, l'objectif, c'est que nous puissions tous manger. Faire manger le maximum de gens. Ça sera notre mission. Madame Roger Gisquès et moi, Monique, nous avons pris cette chose à cœur et c'est de faire manger le maximum de nos congénères. Alors, en attendant que vous reveniez avec vos différents partenaires pour donner peut-être cette fois-là le plan précis, parce que ça va commencer le 15 juillet, on vous permet quand même de rappeler que vous êtes ouvert à toute personne aussi de bonne volonté qui voudrait participer et rassurer les bénéficiaires que les jetons parviendront à eux, tout en rappelant votre numéro de contact. Les jetons parviendront à eux. Madame Safou, je vous remercie. Ce que je voulais dire, c'est que ces gens vont recevoir leurs jetons, puisque nous allons aller d'un dossier de statistiques de chaque commune, remis par le district et les affaires sociales. Et à partir de là, on a cartographié et on connaît maintenant sur Kinshasa les coins où il y a des nécessiteux. Nous allons faire manger le maximum des gens, de la population de la ville de Kinshasa. La première mission, et après nous allons attaquer d'autres communes avec l'opération Repas pour tous. C'est une marque Repas pour tous que nous avons déposée. C'est une marque qui est protégée. Repas pour tous, c'est que tout le monde doit manger, madame. Tout le monde doit manger. Et bien manger. Et manger correctement. Au moins un repas par jour. C'est un minimum. Voilà, madame. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation. J'avais quelque chose de très important qui nous tenait à cœur, mon épouse et moi. Et donc, j'ai eu le plaisir d'expliquer. Et je reviendrai pour le lancement avec les partenaires, toutes les banques qui ont soutenu l'action. Les plus grandes institutions financières de la ville de Kinshasa m'ont donné un avis favorable et ont commencé déjà à disponibiliser les fonds pour pouvoir... le fournisseur m'a appelé en me disant ils sont en train d'honorer les commandes. Voilà. Nos encouragements pour cette initiative, Repas pour tous. Il faut que tout le monde puisse manger à Kinshasa et au Congo pour aussi travailler. C'est important. On vous dit merci et à très vite. Merci à vous, Madame Safou. Madame, monsieur, c'est par ici qu'on marque un stop à ce stop Covid, n'est-ce pas? Vous voyez que cette crise peut aussi susciter d'autres initiatives. Le cas de ce Repas pour tous, initié par le docteur Jean-Claude Roger et son épouse, Madame Monique Roger Gisquès. Et donc, à très vite sur B1 pour d'autres détails. Au revoir.